Je m'appelle Garbage. Mon nom sera à jamais gravé dans ma tête. Je hante un monde de crasse et de sang sous un ciel pourri. Chaque matin, je surgis des profondeurs putrides de la baie, ma carcasse spectrale remplie d'eau de mer nauséabonde, et m'enfonçant dans l'ombre, je me ferai lentement un chemin dans les rues de la ville jonchée d'ordures, invisible pour la plupart, fantôme impur pour d'autres, trouvant mon chemin jusqu'à cette ruelle puante d'urine pour y attendre. Une personne a rendu mon âme éthérée et effroyable, maudite pour vivre ce jour encore et encore pour l'éternité. Mon existence est une boucle temporelle perpétuelle. C'est elle qui a gravé ce nom sur mon front, avec une aiguille à coudre et de l'encre noire. C'est elle qui a brisé mon cœur et m'a conduit à la folie, au suicide, au désespoir. C'est elle que je recherche aujourd'hui, pour mettre mes mains à sa gorge et regarder son magnifique visage devenir bleu. C'est en 1984 que je l'ai rencontrée. C'était une fugueuse de 17 ans et la plus belle fille punk que j'ai jamais vue. 1984, tout le monde parlait de ce livre de George Orwell. Les gens disaient que le président Reagan était le diable, parce que son prénom, son deuxième prénom et son nom de famille contenaient chacun 6 lettres. Il était marqué 666, le chiffre du mal, et qu'il apporterait la fin des temps. La guerre froide battait son plein, et nous nous attendions tous à ce que l'Armageddon nucléaire survienne à tout moment. On apprenait aux écoliers à se cacher sous leur bureau si les Russes lâchaient une bombe au plutonium sur nous, comme si le fait de se cacher sous un bureau allait nous aider. C'était une époque nihilitiste, mais c'était tout de même amusant et exaltant. Nous avions cette cassette du groupe Dead Kennedys, et nous la passions en boucle sur le vieux boombox déglingué de notre squat délabré. Quelqu'un devait voler de nouvelles piles chaque semaine. Un soir, après un concert de Black Flag, la fille est apparue dans notre squat. C'était une vieille masure miteuse et abandonnée, une maison victorienne pourrie. Certains punks anarchistes plus âgés avaient des squats qu'ils organisaient en commune avec des communautés et des conseils, votant toujours sur ceci et cela, et organisant des réunions. Mais nous étions jeunes et sauvages, des adolescents. Nous nous appelions le Ruckus Crew, et notre squat n'était qu'un endroit où l'on se bourrait la gueule et pionçait. Un squat pour faire la fête. Pour nous, l'anarchie n'était pas un mouvement politique. Il s'agissait de se saouler, de faire du tapage, de causer de l'agitation, être des sauvages. Nous étions 3 à former le noyau de Ruckus Crew. Il y avait Slug, un garçon imposant pesant plus de 100 kilos, avec un mohawk vert sale qui ne semblait jamais être bien posé sur sa tête et qui tombait toujours en arrière. Il doit son nom au fait qu'il semble tout faire au ralenti. Wolf's Blood, un gamin maigre au teint très pâle. Fanatique des Misfits, il portait une mèche diabolique, un long épi noir qui pendait sur son visage et remontait sur son menton, et ne portait que des vêtements noirs ornés d'images de crâne. Et puis il y avait moi, Garbage, un simple punk aux cheveux hérissés en pointe, vêtu d'un jean bleu en lambeaux, d'une chemise en flanelle rouge nouée autour de la taille, et des rangers éraflés aux pieds, à la recherche d'un peu de bon temps. C'était notre squat. Nous l'avions trouvé, cette vieille maison victorienne barricadée, et c'est moi qui avais peint à la bombe le N encerclé sur la porte, annonçant à notre communauté punk qu'il s'agissait d'un squat ouvert et en activité. Nous étions les meilleurs amis du monde, les 3 mousquetaires. Tout le monde était venu dans notre squat après le concert de Black Flag, un concert légendaire, avec Henry Rollins qui s'est fait arracher son short et qui a continué, imperturbable et nu, à hurler dans le micro. Toute la salle avant de ce bâtiment victorien condamné était remplie de punks, et de l'autre côté de la salle, je l'ai vue, assise là, avec un livre sur les genoux et un autre à côté d'elle. J'ai toujours aimé les livres. J'adorais me perdre avec de la prose. C'était un moyen de m'évader. Kafka ou Dostoïevski, quelque chose de sombre et d'étranger. La voir là, avec ses livres, a définitivement stimulé mon intérêt. Elle était dans un coin en train de lire un roman de Bret Easton Ellis, Less Than Zero, et j'ai vu que l'autre livre à côté d'elle était un carnet de croquis. Elle passait du livre au carnet, dessinant une fille nue attachée à un matelas sale. Elle était incroyablement belle. Ses cheveux étaient d'un noir naturel qui contrastait avec sa peau semblable à la porcelaine. Ses yeux en amande étaient maquillés d'eyeliner noir,
et ses lèvres en bouton de rose étaient peintes dans la même teinte sombre. Elle portait une grosse veste en cuir, des pointes de métal sur le col et les épaules. Son cou était mince, ses poignets frêles, et ses jambes couvertes de barésilles. Elle portait des Doc Martens à bout d'acier, de couleur sang. « Hey, quel est ton nom ?» ai-je demandé. Elle m'a souri avec ses lèvres noires et épaisses, ses yeux sombres pétillants. « Raven. » J'avais mémorisé ce poème d'Edgar Allan Poe pour un cours d'anglais au lycée. Alors j'ai dit aussi cool que possible « Retourne dans la tempête et sur le rivage plutonien de la nuit. » Son sourire s'est agrandi et elle a répondu « Enlève ton bec de mon cœur et retire cette forme de ma porte. » Joli, ai-je dit. Tu aimes ce poème ? C'est pour ça qu'on t'appelle Raven ? Non, il m'appelle comme ça parce que j'aime m'attaquer aux choses mortes. Ok, eh bien, je m'appelle Garbage. Elle rit. C'est évident. Quelle est ton histoire ? Elle a penché sa tête d'un air coquet. Et sans jamais perdre son sourire, elle a dit « Quand ma mère est morte, mon père a commencé à abuser de moi. Je suppose qu'il avait besoin de satisfaire ses besoins d'une manière ou d'une autre. Alors je me suis enfui. Et toi, quelle est ton histoire ?» J'ai été choqué par ce qu'elle a dit, stupéfait, sans voix. J'étais habitué à des trucs plutôt merdiques. Je veux dire, regardez comment on vivait. On mangeait dans les poubelles, et on dormait dans des maisons condamnées. Mais quelque chose dans ses yeux scintillants et son sourire m'a ébranlé quand ces mots sont sortis de sa bouche. C'est alors que Slug s'est approché en titubant, une bière à la main, m'entourant les épaules d'un bras musclé et me serrant dans ses bras. « Mec, Vomit s'est percé la queue avec une épingle à nourrice. Il est là-bas en train de la montrer à tout le monde. Il faut que tu vois ça, viens. » Et il m'a éloigné de l'étrange fille. Pendant qu'il m'entraînait, j'ai jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule, et j'ai vu qu'elle souriait toujours et qu'elle nous regardait fixement. Quand elle m'a vu, elle m'a fait un petit signe de la main, comme un enfant, pour me dire au revoir. Par la suite, je l'ai revue un peu partout. Elle a acquis la réputation d'être une très bonne tatoueuse. Avec une aiguille à coudre et de l'encre de Chine, elle donnait à tout le monde des signes d'anarchie, notre symbole du haine ou autre. Une fois, je me suis approché d'elle alors qu'elle tatouait sur les articulations d'une fille turbulente, le sang et l'encre coulant sur ses doigts et tachant les mains de Raven. Je lui ai demandé si je pouvais regarder dans son livre de dessin. « C'est un peu personnel », me dit-elle en me jetant un coup d'œil et en souriant. « Mais oui, vas-y. » Les photos étaient sombres et bizarres. Tout un exposé sur la famille de Charles Manson. Toutes les filles, avant et après qu'elles se soient rasé le crâne, et qu'elles aient tracé des X sur leurs sourcils. Sharon Tate, enceinte de 8 mois, dans une mare de sang, la corde au cou. Jim Jones, souriant et ressemblant à une rockstar. Des choses bizarres. Pol Pot, Hitler. Je lui ai demandé « Pourquoi dessines-tu tout ça, tous ces mauvais gens ?» Elle m'a regardé avec curiosité. Parce que la vie a un côté sombre, et on ne peut la nier. Parce que détourner le regard, c'est être lâche et se mentir à soi-même. C'est un monde pourri, et ne pas le reconnaître, c'est lui donner plus de pouvoir. Je pensais que tu l'avais compris. J'ai hoché la tête émerveillé par elle. J'ai compris, je voulais juste t'entendre le dire. Et c'était la vérité, parce que je l'avais compris, j'avais juste besoin qu'elle le dise. La fois suivante où je l'ai rencontrée, je l'ai vue par hasard sur le quai, fixant un petit oiseau chanteur, un moineau, qu'elle tenait dans ses mains. Les mouettes criaient en tournant au-dessus de sa tête et le soleil s'enfonçait dans la baie. Avec cette lumière ambrée tombant sur sa peau blanche, elle était encore plus belle que dans mes souvenirs. « Qu'est-ce que tu as là ?» demandai-je en m'approchant d'elle à grande enjambée. « Un petit moineau, il s'est blessé à l'aile. » Elle tendit les mains pour que je puisse examiner le petit oiseau. Il m'a regardé de ses yeux noirs et j'ai senti quelque chose se retourner dans mes tripes. « Nous pourrions soigner cette créature, me suis-je dit. Le ramener au squat et l'aider à guérir. Ce serait amusant. Les gars adoreraient ça. Ils essayaient toujours de faire des animaux de compagnie avec les souris, les rats, qui venaient goûter aux ordures. Une fois, Volsblood est même revenu avec un bébé raton laveur qui a fini par le mordre avant qu'il ne le rejette dans la ruelle. Elle ouvrit les mains, laissant le petit oiseau tomber sur le sol, où il se débattit un instant,
battant de son unique aile valide, avant qu'elle ne lève son pied et ne l'abatte de plein fouet. Il a fait un bruit de craquement, et elle a tourné son talon, le faisant s'écraser sur le sol. Elle a ri et m'a regardé avec son visage d'une beauté à faire frémir l'âme, les yeux maintenant étincelants. « Tu veux qu'on se pète la gueule ?» a-t-elle demandé. « Oui, » j'ai dit, et je suis tout de suite que je ferai n'importe quoi pour être avec cette fille. N'importe quoi. « Tu as de l'argent ?»« Non. Et toi ?»« Non. Mais on va en trouver. » Nous avons donc commencé à faire la manche. C'était génial. J'avais mon truc. S'il vous plaît, donnez à la fondation GAPD. Get a Punk Drunk. Elle faisait des blagues. Un peu de monnaie pour une blague ? Mais nous n'arrivions pas à grand-chose. Au bout d'une demi-heure, nous avions $5 à nous deux. Elle a alors aperçu une vieille dame qui traversait la route. « Reste ici », a-t-elle dit, et son comportement a changé. Elle est devenue quelqu'un d'autre. Ses yeux ont perdu leur éclat espiègle. Ses lèvres sont passées d'un sourire diabolique à une moue. L'inclinaison joyeuse de sa tête s'est transformée en un regard maussade et abattu de tristesse. Elle s'est approchée de la femme aux cheveux blancs et a commencé à marmonner quelque chose que je n'ai pas pu entendre. La femme a fouillé dans son sac à main et lui a tendu quelques billets. Je voyais Raven prononcer le mot « merci », puis elle est redevenue elle-même, sautillant vers moi à la manière d'une petite fille, en riant aux éclats. Cette vieille vient de me donner $100. Qu'est-ce que tu lui as dit ? Ça n'a pas d'importance. Viens, allons chercher du vin. Nous avons acheté 2 bouteilles de Bourgogne et nous sommes allés sous les ponts en nous saoulant. Cachés sous le pont Samoa, sur une dalle de béton entourée de graffitis et de verres brisés, nous avons commencé à nous embrasser. Le goût du vin bon marché était aussi doux qu'un bonbon sur ses lèvres. Elle semblait impatiente de faire l'amour, déboutonnant mon pantalon, retirant sa culotte et m'attirant en elle. Mais alors que je commençais à bouger mon corps sur elle, j'ai remarqué qu'elle pleurait. Elle pleurait doucement, que ses yeux étaient fermés. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu veux que j'arrête ?»« Non, dit-elle. Je me sens bien. J'aime ça. S'il te plaît, ne t'arrête pas. » Je me suis donc balancé contre elle. Je sentais qu'elle commençait à se tordre et à bouger sous moi, répondant à mes coups par les siens, notre rythme s'accélérant jusqu'à ce qu'elle gémisse et que je sache qu'elle avait joui. Je me suis alors laissé aller et nous sommes restés là, serrés l'un contre l'autre dans l'obscurité, la circulation au-dessus de nos têtes faisant légèrement trembler le pont. Nous avons bu plus de vin. Nous nous sommes blottis l'un contre l'autre. Elle m'a parlé de son père, de la façon dont il entrait dans sa chambre la nuit après la mort de sa mère et faisait ce qu'il voulait d'elle. Elle a pleuré. Je lui ai dit que tout était fini, qu'elle n'avait plus affaire à lui maintenant. Elle n'aurait jamais à y retourner. Nous nous sommes endormis en nous serrant l'un contre l'autre, et nous nous sommes réveillés dans la faible lumière de l'aube, gelés et tremblants. Nous avons fui vers le squat, nous tenant par la main et riant, encore ivres. Nous sommes devenus inséparables à partir de ce moment-là. Elle ne pleurait plus pendant l'amour, et voulait baiser partout, dans les ruelles et les caniveaux. Nous étions enivrés, et nous nous défoncions rien qu'en nous regardant dans les yeux. Le premier tatouage qu'elle m'a fait était un cœur noir. Elle m'a dit « Enlève ta chemise ». Ses yeux sombres scintillants, tandis qu'elle sortait son petit kit de tatouage. « Je veux te donner quelque chose ». J'ai remonté ma chemise sur ma tête, et je me suis allongé pendant qu'elle me chevauchait et commençait à presser de l'encre noire dans ma peau avec son aiguille à coudre, gravant un grand cœur d'ébène au centre de ma poitrine. Le tatouage suivant qu'elle m'a fait était « Garbage » sur mon front. Nous étions allongés sur un vieux matelas dans une pièce à l'étage du squat, où nous nous étions fait une petite chambre à nous, ivres comme d'habitude. J'ai dit « Je veux un nouveau tatouage. Fais-moi un nouveau tatouage. »« Qu'est-ce que tu veux ?» a-t-elle ronronné en se léchant les lèvres et en se pressant contre moi. « Peu importe. » ai-je marmonné alors qu'elle commençait à me mordiller l'oreille. « Que dirais-tu de garbage sur ton front ?»« Waouh, c'est hardcore. Je pense que ce serait chaud, sexy. » Je savais depuis longtemps que je ferais tout ce que cette fille me demanderait. Elle me tenait dans la paume de sa main, tout comme elle avait tenu ce petit moineau. « Ok, fais-le. » Je suis resté allongé, riant tandis qu'elle me piquait la chair avec une aiguille enveloppée de fil et trempée dans l'encre. Cela a pris beaucoup de temps, et une fois terminé, j'avais très mal et je saignais abondamment.
Je n'oublierai jamais que je me suis regardé dans ce miroir miteux et ébréché, et que j'ai vu mon reflet, le mot « garbage », imprimé en permanence sur mon front, d'une manière négligée et enfantine, le sang et l'encre dégoulinant sur mon visage. Puis il y a eu ce concert dément des Butthole Surfers. C'est ce soir-là que tout a changé. Les Grateful Dead étaient en ville. Il y avait donc des hippies à dreadlocks partout, et des tonnes d'entre eux sont venus au concert. Ils distribuaient des comprimés d'acide. Raven et moi avons donc mangé un tas de petits carrés de papier sur lesquels était gravée l'image de Snoopy. C'était la nuit la plus étrange de ma vie. Le club était bondé et très sombre. Des écrans étaient installés projetant des images troublantes et étranges. Opérations de changement de sexe, victimes d'accidents de voiture, volées d'oiseaux et bancs de poissons. Une grande partie du public se prosternait en signe d'adoration devant la scène où deux batteurs jouaient un rythme primitif et tribal. Le guitariste s'amusait à produire des sons stridents et des larcènes. De la brume sortait d'une machine à fumer, et la scène entière était plongée dans le brouillard, au centre duquel se trouvait une femme obèse et nue, peinte en vert, qui se tordait et se tortillait au rythme de la musique. Puis JB est apparu, grand et torse nu, marmonnant de façon incohérente dans un mégaphone. En écoutant et en commençant à déchiffrer les paroles, je me suis rendu compte qu'il reprenait la chanson « The End » des Doors. J'ai continué à marcher dans le couloir et je suis arrivé dans une pièce où se trouvait ma mère. J'ai remarqué qu'elle s'était rasé le sexe pour l'occasion. J'ai continué à marcher dans le couloir et j'ai rendu visite à mon père, qui m'a regardé de ses yeux verts et m'a dit « Mon fils, Satan ». Soudain, la salle s'est plongée dans la violence et le chaos lorsque le riff de Sweet Leaf de Black Sabbath est sorti des haut-parleurs. Les lumières clignotaient, des corps étaient projetés dans les airs, et les écrans étaient remplis d'images de champignons atomiques qui explosaient sans interruption. J'ai alors remarqué que JB avait un fusil de chasse et qu'il tirait à blanc sur la foule. C'était la folie totale. L'acide avait fait son effet, et tout scintillait et fondait. Je ne savais pas si j'étais au paradis ou en enfer, mais c'était génial, incroyable. Raven et moi sommes restés à l'arrière du club, nous tenant la main, fascinés par le spectacle. Le reste du concert n'était que pure anarchie. JB mettait le feu à des objets et les jetait dans la fosse tourbillonnant. Les gens se pendaient aux poutres du plafond et se jetaient des haut-parleurs. Cette grosse dame nue tournait dans le brouillard tout le temps, comme le calme dans l'œil de la tempête. Ensuite, nous sommes tous retournés au squat pour faire la fête. Raven était complètement défoncée et agissait bizarrement. Elle n'arrêtait pas de me mordre le cou et de me mettre sa main dans mon pantalon pour attraper ma verge. « Allez », murmurait-elle, « tu n'as pas envie de moi ? Allez, juste un petit coup, allez !» D'accord, j'ai finalement cédé, la laissant m'entraîner par la main. « Yo, Garbage, où tu vas, mec ?» m'a dit Slug. « Je reviens tout de suite », ai-je crié par-dessus mon épaule. « Ouais, bien sûr que tu reviendras, renchérit Wolfblood. » Lorsque nous sommes arrivés dans notre petite chambre miteuse, elle m'a immédiatement jeté sur le matelas et s'est déshabillée. Elle était sur moi et détachait mon pantalon avant même que je n'ai eu le temps d'enlever mon t-shirt en lambeaux. C'est alors que les choses sont devenues bizarres, vraiment bizarres. Elle était à califourchon sur moi, en train de gémir, et elle a dit « Allez, baise-moi, papa, baise ta petite fille, baise-moi bien. »« Bon sang, Raven, ai-je marmonné, qu'est-ce que tu dis ?» Et elle m'a giflé, fort, en plein visage, et m'a retourné pour que je sois maintenant sur elle. Elle gémissait encore. « Baise-moi bien, fais-moi mal, mords-moi, fais-moi saigner. » « Raven, que se passe-t-il » J'ai demandé et elle m'a attrapé par les cheveux et a attiré ma tête en arrière, enfonçant ses ongles dans mon cou. « Fais-le » a-t-elle grogné. « Mords-moi et fais-moi saigner. » Et c'est ce que j'ai fait. Nous avons continué toute la nuit, jusqu'au petit matin nous nous évanouissions, épuisés, endoloris, meurtris et en sang. Lorsque je me suis réveillé un peu après-midi, sous l'effet de l'acide et groggy, elle n'était plus là. Son sac n'était plus là non plus, ni son carnet de croquis. Je suis allé en bas, où les gars buvaient de la bière. « Hé, vous avez vu Raven ?»« Je l'ai vu partir, » dit Slug, en avalant la mousse d'une canette fraîchement ouverte. Elle n'a rien dit. « C'est bizarre. » Peu importe. « Allez mon frère, prends une bière, elle va revenir. »
Elle n'est jamais revenue. J'ai commencé à déprimer, léthargique. Je ne voulais pas sortir. Je voulais juste m'allonger et lire dans la chambre que Raven et moi avions partagée. J'ai parcouru des tomes, d'énormes volumes, Guerre épée de Tolstoï, Ulysse de Joyce, en attendant et en espérant qu'elle revienne. Au fil des jours et des semaines, j'ai commencé à boire de plus en plus. Chaque jour, j'étais tellement défoncé que je ne pouvais même plus lire, les mots n'étant plus qu'un flou confus. « Tu dois oublier cette fille, frère », m'a dit Slug un soir. C'était une cinglée de toute façon. « Je sais, mec, je sais », ai-je marmonné. Mais je savais qu'il ne pourrait jamais savoir à quel point je l'aimais. Il ne comprendrait jamais à quel point elle me manquait, à quel point je souffrais et m'éclipsais parfois pour pleurer et vomir en état d'ébriété le cœur en miettes. Et puis un jour, je l'ai vue. J'étais à la recherche d'un nouveau territoire pour faire la Manche, et je l'ai vue sortir de l'école catholique. Au début, j'ai cru que c'était une illusion, que c'était quelqu'un d'autre, que je voyais des choses, car elle portait l'uniforme de l'école catholique, avec sa jupe à carreaux, sa chemise blanche et son blazer bleu. Mais en m'approchant, j'ai vu que c'était bien elle. Ce visage magnifique, ses yeux pétillants. Elle marchait avec une autre fille, leur sac à dos négligemment porté à l'épaule. « Raven ?» ai-je demandé, stupéfait, en m'approchant d'elle. « Oh mon Dieu, Garbage !»« Tu connais ce type, Karen ?» a demandé son ami. Karen, je n'avais jamais su son vrai nom. « Oui, donne-moi juste une minute, Jenny, j'arrive tout de suite », a-t-elle dit à son ami qui m'a jeté un regard narquois de haut en bas en s'éloignant. Puis Raven s'est tourné vers moi. « Garbage, comment vas-tu ?»« Horrible, je vais très mal. Tu me manques. » « Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu es parti sans rien dire ?»« Il fallait que je m'éloigne de cette vie. J'ai craqué cette nuit-là. Quand je me suis réveillé, j'ai réalisé que je n'en pouvais plus. Mendier, manger dans les poubelles, cette maison dégoûtante. J'avais besoin de reprendre ma vie en main. Je vais obtenir mon diplôme cette année, puis je vais aller à l'école d'art de Portland. J'ai déjà été accepté. Et moi, je t'aime. Oui, et je t'aime aussi, Garbage. Et je t'aimerai toujours. Le temps que nous avons passé ensemble est spécial pour moi. Mais j'ai dû renoncer à cette vie. Je suis retourné vivre avec mon père et les choses se passent bien maintenant. » « Les choses vont bien maintenant? Tu m'as dit qu'il t'avait violé. Calme-toi, ne fais pas de scène. Peut-être que ce n'était pas que lui. Peut-être que j'étais aussi à blâmer. On a tout arrangé. » « Tout arrangé? Je n'arrive pas à croire ce que tu me dis. Tu as dit qu'il t'avait violé quand tu avais 16 ans. Comment peux-tu être coupable de quoi que ce soit? Écoute, Garbage, tu dois te calmer, tu ne comprends pas. » « Comprendre? Non, je ne comprends pas. Tu m'as dit que tu m'aimais, que nous serions ensemble pour toujours. » « Je t'aime, mais je ne t'ai jamais dit que nous serions ensemble pour toujours. Pour l'instant, je ne peux pas être avec quelqu'un qui a un tatouage Garbage sur le front. Je ne peux pas. »« Mais tu m'as fait ça. Néanmoins, que dirait mon père? Il paye pour que j'aille à l'école d'art, et il impose des règles très strictes. »« Ton père? Ce pervers? Tu es sérieuse? Écoute, je dois partir. Nous avons passé un bon moment ensemble, mais nous devons tous les deux aller de l'avant. Alors, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Viens, Jenny, crie-t-elle à son amie. Allons-y. Et elles sont parties, me laissant là, perdue et seule. J'ai entendu son amie lui dire alors qu'elle s'éloignait. Je n'arrive pas à croire que tu connais ce type. Il sentait mauvais. Et la façon dont il était habillé, c'est dégueulasse. Est-ce que c'était écrit Garbage sur son front? Après cela, j'ai commencé à la traquer. J'ai découvert où elle vivait, et j'ai passé des jours près des poubelles dans l'allée en face de chez elle, à boire et à mater tout ce qui se passait. L'hiver approchait et le ciel s'assombrissait de nuages noirs. Des nuages qui ressemblaient à de la moisissure, à de la pourriture. J'ai vu son père aller et venir, un homme à l'air suffisant, aux cheveux poivre et sel, toujours vêtu d'un costume bleu. Il prenait sa BMW tous les matins et revenait tous les soirs à 6 heures. C'était sa faute, ce malade. Tout était de sa faute. J'ai décidé de le tuer. Là, dans cette ruelle puante, sous ce ciel pourri, j'ai trouvé un pied de biche rouillé. Pas le petit truc qu'on utilise pour enlever les enjoliveurs, mais un gros morceau de métal lourd qu'on utilise pour abattre les murs et arracher les planches. La porte de leur maison n'était pas fermée à clé, et je suis entré à moitié ivre.
Il dormait sur le canapé devant la télé. Il ne l'a même pas vu venir. J'ai marché derrière lui. J'ai levé ce lourd morceau de métal au-dessus de ma tête et je l'ai abattu sur le sommet de son crâne qui se brisa. Je l'ai à nouveau soulevé et j'ai frappé, le sang et les morceaux de cerveau giclant sur moi, jusqu'à ce que je sois trempé dans le sang. Puis j'ai continué jusqu'à ce qu'il ne reste plus de sa tête qu'un moignon sanguinolent avec sa langue pendant sur le côté. Au début, j'ai cru que les cris étaient dans ma tête. Ce cri fort et perçant, mais quand je me suis retourné, j'ai vu que c'était elle, Raven. Elle se tenait là, au bas de l'escalier, en train de crier. Quand elle m'a vu me tourner vers elle, elle a couru vers l'escalier. Je l'ai suivie, tendant la main pour lui attraper une cheville. Elle est tombée. J'ai grimpé sur elle. Elle criait toujours comme une hystérique. Je voulais lui dire comment je l'avais sauvée, comment elle était libre maintenant, comment je l'aimais et voulais être avec elle pour toujours. Mais elle n'arrêtait pas de crier, de hurler, d'essayer de m'en repousser. D'une manière ou d'une autre, je me suis retrouvé avec mes mains, tachées du sang de son père, enroulées autour de son cou, en serrant. J'ai serré jusqu'à ce que son visage devienne bleu et que ses yeux s'immobilisent. Je suis resté allongé sur elle dans l'escalier pendant un bon moment, le sang de son père commençant à coaguler et à puer. Puis je me suis enfui. J'ai couru et couru dans ces rues sales, sous ce ciel pourri, couvert de la puanteur de la mort. J'étais devenu un monstre. J'avais tué ce que j'aimais le plus. Un moment de beauté et de vérité que j'avais trouvé dans ce monde malade et triste. J'ai couru jusqu'au pont de Samoa. J'ai rampé sur cette dalle de béton couverte de graffitis où nous avions fait l'amour pour la première fois, et j'ai pleuré. Puis lorsque le soleil s'est couché, s'enfonçant dans la baie, et que la noirceur a obscurci ce ciel pourri, j'ai grimpé sur la poutre du pont. J'ai grimpé dans l'obscurité de la nuit. Lorsque j'ai atteint le sommet, le pinacle, et que je n'ai pu aller plus loin, je me suis jeté dans les ténèbres. Au matin, je me suis réveillé sous les vagues et l'eau, mort, éthéré. J'ai rampé jusqu'au rivage, où je me suis tapi dans l'ombre pour retrouver cette ruelle, pour y attendre à nouveau, pour aller tuer à nouveau, tuer son père, puis tuer la chose que j'aimais le plus, encore et encore, pour l'éternité. Tel est mon destin. Enrouler mes doigts trempés de sang autour de sa gorge et regarder son visage devenir bleu avant de me jeter dans les ténèbres, encore et encore. Je m'appelle Garbage. Mon nom sera jamais gravé dans ma tête. Je hante un monde de crasse et de sang, sous un ciel pourri.